passé au Rwanda et je sais pas ce qu'on se passait les torsions. Apparemment, j'étais pas les apports, je m'appelle Richard. Vous m'entendez là? Oui, là c'est bien, c'est fort. Oui, voilà. Non mais j'étais pas là au début, mais apparemment là j'entends des choses comme il y a des corrélations entre ce qui s'est passé au Rwanda avec le génocide et ce qu'ont fait les nazis. Bon, voilà. Moi j'ai mes questions parce que j'ai vu un peu le programme sur le négationnisme, sur tout ça. Il y avait deux questions. Un truc qui m'intéresse vachement, c'est le processus de transformation des gens ordinaires en génocidaires. Est-ce que vous l'avez expliqué? Je ne sais pas. Parce qu'on a parlé de propagande. Avant que tu arrives. Attendez, je ne pouvais pas. J'ai pas fini. Donc on a avancé différents arguments. Il y avait le rôle de l'alcool, de la drogue. Il y avait la radionucléoline aussi qui a fait que il y a des choses qui sont assez bon. Il y a différentes interprétations de paramètres. Bon, ça m'intéressait. Un dernier point, c'était ce que vous avez parlé, ou est-ce qu'on peut en parler si jamais, sur la supposée responsabilité, et très certainement responsable d'ailleurs de l'état-major français et des politiques français, n'est-ce pas? Moi j'ai vu un film qui s'appelle Génocide Rwanda Made in France, qui s'oppose clairement comme presque un chef d'accusation avec des arguments, etc. Après, bon, on peut dire que c'est une interprétation, mais ça ne m'étonnerait pas que, sans parler forcément de responsabilité directe, il y a quand même une complicité et un laisser-faire. Minimum, au minimum. Juste avant, il se trouve qu'effectivement, vous n'étiez pas au début la table ronde et pas mal de points que vous avez soulevés ont déjà été discutés. Donc justement, pour faire avancer cette table ronde, puisque nous sommes très avancés en heure, je vais donner la parole à ceux qui étaient là avant et quitte à ce que vous vous rapprochiez d'un certain nombre de personnes qui pourront à la limite vous éclairer. 30 secondes pour pas. J'avais levé la main avant. C'est monsieur aussi. Pour pas évacuer, pour pas que vous ne soyez pas venu pour rien. Par rapport à vous, il y a effectivement des analogies entre les processus qui ont pu conduire à la tentative d'extermination des Juifs et à celle de Tutsi. Donc ça, c'est des choses qui sont travaillées. Il n'y a pas homologie, il y a des analogies qui permettent de penser, comme on est des processus se retrouvent. Et ensuite, sur la question comment on transforme les gens ordinaires en assassins, moi c'est ce que j'ai commencé à soulever, mais c'est avec l'idée que pour que ce soit possible, il faut que ça existe dans la langue quotidienne, que ça existe dans les mots, indépendamment de la volonté des gens de les utiliser ou non. Et que cette scène-là, et qu'il y a ensuite, ça je n'ai pas pu développer, qu'il y a ensuite des événements, des choses qui sont mises en place, qui sont des activateurs de ces paroles. Oui, deux questions, effectivement. Oui, vous et il y a le monsieur qui est juste ici. Oui. Moi j'ai une question très courte. Et en fait, quand vous avez parlé, et je pense que présentation, je m'appelle Pierre et je suis membre du GERCA, membre actif du GERCA. Je pense que le monsieur qui a parlé avant, on n'a pas certainement compris la pertinence de sa question. Monsieur juste derrière, il a dit que tous les procès qui s'organisent, est-ce que ça ne crée pas un esprit revanchard qui en fait ne consolide pas la structure de l'État rwandais? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les procès qui sont organisés, c'est officiellement possible des génocidaires. Alors, à la tête de l'État rwandais, dans sa structure et ses oripeaux politiques, on a des génocidaires. M. Kagame a chassé des génocidaires et lui-même étant un génocidaire au regard des actions de son armée en République démocratique du Congo. Moi, je me pose la question de savoir la paix qui est actuelle aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une espèce d'accalmie? Parce que finalement, puisque on n'a pas comment dire, on n'a pas les structures d'un État, on n'a pas des institutions solides,
puisque le monsieur qui est en train de construire cet État lui-même est dans des histoires juridiques et poursuivi officiellement, selon le rapport de Human Rights, pour des actions de crimes de guerre, de génocide officiel en République démocratique du Congo. Est-ce que ça ne menace pas? Laissez-le génocide, c'est pas la même chose. Je peux même Laissez-le finir, laissez-le finir. Laissez-le finir. Merci. Allez-y, monsieur. Donc je voulais savoir, je disais, est-ce que M. Kagame n'est pas, en lui-même ne porte pas les gerbes d'un futur conflit au Rwanda éventuellement? Allez-y, c'était l'espace. Hélène Dumas, l'une de nos intervenants, justement. D'accord. Non, c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Kagame n'est pas à la tête du FPR, ni à la tête du Conseil de sécurité. Il a sans doute beaucoup de pouvoir, mais il n'a pas encore le temps de l'ubiquité pour se trouver absolument partout et avoir tous les pouvoirs. Il faut distinguer le champ politique, le Rwanda actuel, avec tous les travers que peut avoir y compris pour ce qui s'est passé au Congo. Pour le moment, les procédures judiciaires dont vous parlez, c'est celle qui est en Espagne. Et elle est quand même assez boiteuse. Ensuite, donc, le génocide des Tutsis est un événement singulier de l'histoire du Rwanda qui n'a absolument rien à voir avec la personnalité de M. Kagame qui est actuellement au pouvoir au Rwanda, c'est tout. Le TPIR n'a rien à voir avec M. Kagame et bon, voilà, c'est... Je n'essayais pas de dire, je disais, ce monsieur, il n'a rien à voir, sa personnalité n'a rien à voir, sauf que dans sa volonté de poursuivre les génocidaires, il a envoyé... C'est pas lui qui veut poursuivre les génocidaires, c'est les rescapés, enfin. Dans les rescapés... C'est chacun d'entre nous qui devrait vouloir poursuivre les génocidaires, enfin. L'armée rwandaise est entrée au Congo officiellement pour poursuivre les génocidaires Hutus qui s'étaient enfuis en République démocratique du Congo. C'est ce qui a été dit, madame. Et alors Mais selon le rapport des Nations Unies, cette armée a commis des exactions. Quel rapport avec le TPIR? Mais je ne parlais pas de TPIR, je disais, est-ce que ces actions de M. Kagame ne remettent pas en cause la légitimité de toutes les poursuites judiciaires qui sont faites contre les présidents? Non, ça remet... Mais M. Kagame n'a aucune... Tout ce qu'il a fait au Congo n'a absolument rien à voir avec la décision que le Conseil de sécurité a prise. Je n'ai jamais dit ça. Ben voilà, je l'ai jamais dit. Et l'armée rwandaise est entrée au Congo à une certaine époque, tout simplement parce que la communauté internationale, qui était censée éloigner des frontières toutes ces forces génocidaires qui avaient fui en 1994 et qui restaient là dans le Kivu, dans le Nord Kivu, etc., comme des forces déstabilisatrices, c'était la communauté internationale qui devait éloigner ces gens-là de la frontière. Or, il est vrai que Kagame et son armée, Kagame avait bien dit longtemps à l'avance, si vous ne le faites pas comme vous devez le faire, nous, rassurez-vous, nous irons. Bon, et c'est vrai que voilà, la communauté internationale n'ayant pas fait son travail, eh bien, l'armée rwandaise est allée éloigner ces gens-là. Oui, il a fait de sa façon. À sa façon. C'est une guerre, hein, c'est une guerre. Ah oui? C'est une guerre. Mais bon, il ne faut pas tout mélanger, effectivement. Merci. Je me suis déjà présenté. Excusez-moi, je peux voir M. Gauthier? J'ai pas une petite question. Alors, M. Gauthier, avant de clôturer votre intervention, vous avez dit que nous travaillons dans un esprit sans vengeance et sans haine. Vous venez de le répéter tout à l'heure. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que vous niez sans être accusé. C'est que je niez sans être accusé. Je nie quoi? On ne comprend pas votre question. Je comprends pas la question. Nous travaillons dans un esprit sans vengeance et sans haine. J'explique notre façon de travailler. Voilà. Oui. Personne ne vous accuse de ça. Oh ben j'ai pas besoin qu'on m'accuse de ça pour le dire. Tout simplement, c'est parce qu'il y a suffisamment de personnes qui nous présentent comme le bras droit de Kagame ici en France, etc. Pour que de temps en temps, à l'occasion, je puisse dire sans véritable raison, voilà la façon dont on travaille, parce que je sais qu'il y en a qui le pensent.
Hein, et quand on me dit pourquoi vous ne poursuivez pas ceux qui ont commis des crimes au Congo, voilà, nous, notre travail, on le fait quand on a la certitude que des gens ont commis, en tout cas d'après les témoignages qu'on a, ont commis ce crime de génocide. Vous savez, tous ceux, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, et ça vous allez sur internet et vous allez le lire, nous ne faisons pas la chasse aux Hutus. C'est faux. Et je ne suis pas chargé de vous, et je suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. Vous voyez? Mais une deuxième négation. non, c'est pas une négation. Je réponds aux accusations qu'on porte contre nous. C'est pas. Voilà. Mais ça va pas plus loin que ça. N'allez pas chercher autre chose. Si vous ne voulez pas, si vous ne le croyez pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais comment on travaille. Deuxième question. Voilà. Oui. Dans une précédente intervention que vous avez eue dans ce même local, vous avez dit que les tribunaux... Excusez-moi. Oui. Une précédente intervention, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Ah d'accord, donc ouais. On parle de non, mais... ça fait rien, c'est aujourd'hui dont on parle, ça fait rien peut-être. Vous avez dit que les tribunaux, en fait, vous demandez de payer la caution parce que, paraît-il, trouvaient que les dossiers ne tenaient pas assez la route pour éviter qu'il y ait des plaintes de complaisance. Alors j'aimerais savoir, à l'heure actuelle, si vous payez encore la caution de 2 000 € par dossier. Non, alors ça dépend. Ça dépend des dossiers, je vais vous dire. C'est pas. Il se trouve qu'effectivement, chaque fois qu'on dépose plainte, eh bien, le juge en charge du dossier nous demande non pas une caution, ça s'appelle une consignation. Pour Agathe Kanziga, on a payé 6 000 €. À ce moment-là, on a payé parce qu'on était, si vous voulez, c'était urgent, hein, parce que si on ne payait pas dans le délai imparti, la plainte n'était pas jugée recevable. Tout récemment, on nous a encore réclamé 2 000 € dans une plainte qu'on vient de déposer, mais nous avons demandé, alors dans une des plaintes, à Toulouse précisément, on a demandé l'aide juridictionnelle et on nous a dispensé de la caution. Et dans un dossier tout récent, la juge d'instruction nous a encore demandé 2 000 € et comme elle a eu le sentiment de s'être trompée et de regretter de nous avoir demandé de verser cette consignation, elle nous a dit, écoutez, vous n'avez qu'une solution maintenant, c'est de faire appel de ma propre décision. Ce que nous avons fait, on a fait appel de la décision. Donc on évite évidemment, quand on le peut, on évite de verser une consignation, parce que cet argent que l'on dépose auprès des tribunaux, c'est de l'argent qui va dormir jusqu'à la fin, jusqu'à la clôture de l'affaire. Or, si ces dossiers-là traînent encore 10 ou 15 ans, c'est de l'argent qu'on ne récupérera pas avant 10 ou 15 ans. Voilà. Donc, on fait tout ce qu'on peut, parce qu'on n'a pas d'argent, et ça aussi je ne suis pas chargé de vous le faire croire, mais je vous le dis, parce qu'on n'a pas d'argent, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas payer de consignation. Bon, une dernière question. Vous savez que ces plaintes, en fait, elles font des dégâts auprès des personnes accusées. Laissez-moi finir, je m'exprime. D'accord? Laissez-moi finir. Ces gens, vous avez dit, faisons attention, ils sont toujours présumés innocents. Oui. Oui. Pour la justice. Voilà. Pour la justice. Donc, jusque-là, on est d'accord. Oui. Or, les dégâts qu'il peut y avoir, ces gens qui sont présumés innocents, il y a la perte de travail, il y a les frais engagés pour la justice, il y a l'image, qui en subit un coup. Laissez-moi finir, je finis pour l'intervention. Tout à l'heure, vous avez dit, l'Église de France les accueille pour dire qu'ils ne devraient pas les accueillir. Ces gens-là restent toujours présumés innocents. Alors, ma question est la suivante. Vu tous ces dégâts, si jamais ces gens-là sont retrouvés effectivement blanchis, qui va payer? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'eux aussi se retournent contre vous? Vous avez entendu M. Dipaki qui disait qu'il a un procès avec Nadjimana et
un autre corps accusé là, qui a voulu se taire, je ne le dirai pas non plus. Mais est-ce que pour vous, il n'y aura pas une plainte de etc. Voilà, peut-être que vous calmez comme lui. Alors d'abord, on est bien conscient que dès qu'on dépose plainte, dès qu'on s'attaque à quelqu'un, eh bien, on est bien conscient qu'il y a, effectivement, ça a des conséquences. Excusez-moi, je ne voudrais pas revenir sur les événements de la dernière semaine dont on nous a rabattu les oreilles. Vous voyez à quoi je pense. Bon, lui aussi, tant qu'il n'est pas jugé, ce monsieur-là, ça fait des dégâts. Financiers, c'est pas grave parce qu'il a ce qu'il faut, mais ça peut être l'honneur, etc. N'empêche, il y a une plainte contre lui, il faut qu'il assume. C'est pareil pour les présumés génocidaires. On est bien conscient. C'est la raison pour laquelle nous n'avons jamais déposé de plainte à la légère. C'est-à-dire que chaque fois que nous avons déposé plainte, c'est en nous appuyant sur de nombreux témoignages. Et le procureur de Paris, qui jusqu'à maintenant n'a jamais rien fait pour poursuivre des génocidaires, alors qu'il pourrait le faire, hein, vous savez que le parquet pourrait le faire sans qu'il y ait besoin de partie civile. Le procureur de Paris a récemment reconnu devant un journaliste que le travail que le collectif des parties civiles faisait était vraiment un travail exemplaire. Alors, maintenant, d'autre part, vous parlez des frais de justice pour eux. Vous savez, il faut savoir que au TPIR, comme partout ailleurs, ils sont tous déclarés indigents. C'est-à-dire que très souvent, ce n'est pas eux qui payent leurs frais de justice. Ceux qui sont défendus par les avocats de l'Église, c'est l'Église qui paye les avocats. Donc, je pense de ce côté-là, il ne doit pas y avoir de problème. Mais que ça mette en cause un certain nombre de choses, perte de travail, oui. Mais c'est ça la justice. Et dépêchons-nous que la justice se dépêche pour que les dégâts soient les moins importants. Mais derrière tout ça, il y a des victimes. Il ne faut pas oublier ça quand même. Ma question c'était de savoir est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour... Il faut pouvoir... Alors s'ils veulent se retourner contre moi, ils le feront. C'est la justice qui verra si c'est recevable ou pas. On est prêt. Une intervention de Jean-Luc. Jacques voudrait réagir. J'aimerais poser une question à Alain Gauthier. Puisqu'il fréquente régulièrement pour recueillir leurs plaintes, fréquente régulièrement les rescapés, j'aimerais bien qu'il nous raconte un peu les conditions des rescapés qu'il rencontre et qui déposent leurs plaintes. Merci. Avant qu'elle réponse, moi je voulais rebondir sur... Moi, ce que je trouve intéressant à noter, c'est les indignations sélectives. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait bondir et qu'est-ce qui vous laisse apparemment froid, enfin, ou ne suscite aucune question. Ça, c'est quand même assez intéressant de voir ça. Et ensuite, par rapport à l'impact qu'a tel ou tel acte, et là, en l'occurrence, puisque moi je suis spécialiste des mots, tel ou tel acte de parole, vous savez très bien que dans cette salle ici, il y a des gens qui ont réchappé du génocide. Donc, est-ce que vous mesurez, quand vous prenez la parole, pas celle-là, mais d'autres, l'impact que vous faites? C'est-à-dire que si vous êtes si précautionneux de l'impact des actes sur les gens, voilà, c'est juste un petit état. Moi qui vous parle, je suis un rescapé plusieurs fois. Des meurtres. D'accord? J'arrête. Deux dernières questions. Autant la deuxième branche de votre question était pertinente de savoir si jamais ces personnes-là sont blanchies, qui va réparer? Ça, vous le savez, il y a un fonds de justice qui répare les victimes qui ont été emprisonnées alors qu'ils étaient coupables de rien. En revanche, la première branche de votre question est absurde. Ça voudrait dire que dans l'histoire de la justice, on ne devrait pas déposer de plainte. C'est ça que ça veut dire.
Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est ça que vous dites. Ben si, c'est ça la question. Je fais Donc un constat. on ne devrait pas... C'est un constat. Je n'ai pas dit que cela ne devrait pas être. Où est-ce que vous voulez en arriver à votre constat? Puisque même c'est le principe, Vous demandez c'est le jeu même, venez d'apprécier. mais c'est le jeu même de la justice, monsieur. On dépose plainte, et si la personne est coupable, elle est sanctionnée. Si elle n'est pas coupable, elle est libérée et puis elle est indemnisée. Sachez que notre grande obsession, quand on recueille des témoignages, notre grande obsession, ce sont les faux témoignages. Et c'est ce qu'on essaie de pourchasser au maximum. Et je vous redis que chaque fois que nous avons déposé des plaintes, jamais, 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 au grand jamais, nous ne l'avons fait à la légère. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai encore une quinzaine de dossiers potentiels à la maison. Mais tant que je n'ai pas de témoignage sur ces personnes-là, tant que c'est que des on-dit, on me dit il a participé, etc. Moi, si je n'ai pas de témoignage, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Parce que, effectivement, je trouve que je n'ai pas le droit de dénoncer quelqu'un en justice si je n'ai pas les éléments pour le faire. Ce qui m'inquiète dans les propos de ce monsieur, c'est, ça me ramène un peu à ce que dénonçait Jean-Luc Galabert sur tout ce processus de transformation des gens, c'est qu'on arrive à ce que des gens commettent un acte, voire à répétition, un acte grave à répétition, qui est le meurtre ethnique, en ayant un sentiment d'impunité. Donc à un moment, effectivement, quand le jour où la condamnation arrive et le jour où on va les juger, ben, ils ont l'impression qu'ils sont victimes et qu'on dépasse qu'on porte la tête à leurs droits. Voilà, moi c'est ce qui me dérange dans ce qui est sous-jacent dans cette question, parce que c'est une transformation grave. Jusqu'à quel point on a formaté une conscience. Vous verrez que si un jour il y a un procès en France comme il y en a eu ailleurs, dans la mesure où les gens ne plaident pas coupables, eh bien, effectivement, ils se feront passer, et ils le font déjà, ils se feront passer pour victimes. Et là, il y a un inversement des rôles. Les victimes, ce sont celles qui ont été tuées au Rwanda. Jeanne disait, oui, quand on rencontre des rescapés, quelle vie ils ont aujourd'hui, ces rescapés au Rwanda? Alors, il y en a qui ont réussi à dépasser, à reconstruire une vie. Mais vous en avez beaucoup qui vivent aujourd'hui dans une grande indigence.